À la une ce soir, 2,5 millions d'euros viennent d'être débloqués pour les agriculteurs guyanais qui récoltent enfin le fruit de leur grogne exprimé en mars et avril dernier. Comment sera répartie cette somme? Les réponses dans le reportage à venir. La Guyane à la tête de la première agence de biodiversité de l'Outre-mer. Patrick Lecante nous présente les projets de cette structure qui devrait couvrir ses portes à l'horizon 2019 et valoriser l'écosystème guyanais ultramarin. Et puis nous nous immergerons dans l'univers miniature de Thierry Mettezo, un artiste passionné d'histoire guyanaise qui recrée des scènes de la vie créole avec minutie et passion. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Ce 19 avril marque le 18e anniversaire de l'effondrement d'un pan du mont Kabassou qui en 2000 avait provoqué la mort d'une dizaine de personnes et blessé des dizaines d'autres, une des pires catastrophes qu'ait connue la Guyane. Nous vous en parlions hier, le président de la CTG accompagné des parlementaires était reçu au ministère des Outre-mer afin de faire un point d'étape sur les avancées de l'accord de Guyane un an après sa signature. Juste après son atterrissage, Rodolphe Alexandre conviait la presse pour un résumé de cette réunion de travail. Jonathan Larieux a répondu à cette invitation. Avec la ministre, bien sûr, on a abordé la question de l'évolution statutaire, puisque ça figure dans le cadre de l'accord de Guyane. Donc on lui a posé la question. Bon, au stade où nous nous trouvions, ce qu'elle pouvait nous apporter comme lumière, c'était de nous dire que dans la réforme constitutionnelle, mais qui s'adresse à toute la nation, il y a une modification de l'article 73. L'article 73, c'est celui qui nous intéresse actuellement. Et cet article va être modifié pour permettre un accès plus facile aux habilitations. Ça signifiera que, bon, une fois cet article 73 adopté dans le cadre de la réforme constitutionnelle, les collectivités concernées, nous concernant la CTG, pourra demander des habilitations, obtenir des compétences dans des secteurs où elle n'a pas encore la compétence. Hors compétence régalienne, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas demander une compétence en matière de justice, mais par exemple sur la gestion de notre sol, de notre sous-sol, sur la fiscalité, elle pourra faire cette demande d'habilitation qui sera plus facilement accessible qu'auparavant. Il suffira d'une délibération de la CTG, un décret en Conseil des ministres pour que ça soit immédiatement applicable. L'article 74 donc, ne changera pas. Je sais qu'en Guyane, il y a ceux qui sont favorables au 74, ceux qui souhaitent demeurer dans l'article 73, mais il y a ce qu'on appelle le verrou, le veto de la population. À savoir qu'on ne pourra pas changer, autant au sein de l'article 73, on pourra demander des habilitations sans passer par le consentement de la population, mais pour changer vraiment de statut, passer du 73 au 74, il faudra absolument obtenir le consentement de la population. De façon plus détaillée, le Congrès optera pour un changement statutaire. Le président de la République, parce que c'est lui qui a le dernier mot, proposera une consultation. Il y aura un vote de la population. Si la population accepte, on passera sous le régime de l'article 73. Restons dans le chapitre des avancées dues au mouvement de mars et avril. Un peu plus de 2,5 millions d'euros ont été débloqués par le gouvernement afin d'accompagner les agriculteurs guyanais. Comment sera distribuée cette aide et quelles sont les garanties d'une répartition équitable entre les professionnels du secteur? Les réponses dans ce sujet d'Ayodele Germa. Les négociations de l'accord de Guyane dans le domaine agricole ont porté leurs fruits. 2,5 millions d'euros ont été débloqués en début de semaine pour l'accompagnement technique des agriculteurs guyanais. Plus 300 000 euros déjà annoncés le 4 avril dernier pour le soutien administratif des professionnels de la terre et de l'élevage. L'agriculture guyanaise, donc dite européenne, est une agriculture très administrative. Donc on a énormément de documents à remplir. Actuellement, on est en plein ce qu'on appelle pour nous nos déclarations de la PAC, de la politique agricole commune. Et voilà, on a besoin d'accompagnement pour remplir ces documents, surtout que bien souvent, tous ces documents-là sont faits en ligne. Alors, il n'y a pas que ça, mais en tous les cas, au niveau administratif, ce serait plus sur le remplissage de documents. Ça signifie d'abord une reconnaissance déjà des besoins du développement du territoire guyanais au niveau de l'agriculture, premièrement. Et puis pour nous, ça représente quand même une bouffée d'oxygène sur de l'accompagnement pour qu'on puisse un petit peu voir plus clair de ce qu'on pourra faire en plus pour les agriculteurs.
Concrètement, 30 postes de conseillers et animateurs techniques et administratifs devraient être mis en recrutement en septembre prochain, doublant ainsi l'effectif actuel des professionnels encadrants. Certains vont être des conseillers qui vont aider les agriculteurs à résoudre leurs problèmes quotidiens. Ça peut être sur les ravageurs de culture, comment mieux lutter de manière tout à fait adaptée, de manière sanitaire à la lutte contre les ravageurs. Ça peut être comment s'améliorer économiquement, comment mieux gérer et avoir des meilleurs rendements. Donc ça s'adresse aux professionnels qui sont déjà établis. Et puis il peut y avoir des animateurs de filière, et ça c'est important aussi, pour faire émerger des nouveaux projets, développer l'agriculture, innover sur des filières émergentes. L'idée c'est d'avoir des animateurs qui puissent aider des professionnels à se saisir de ces problèmes, à régler les problèmes qu'ils pourraient avoir d'un point de vue réglementaire, technique sur ces filières, de manière à les faire démarrer. Le syndicat des jeunes agriculteurs émet toutefois quelques réserves. Nous on a deux craintes. Un, sur le fléchage des emplois, on n'ose pas croire que tout sera concentré dans l'administration, donc on sera vigilant à ça parce que la Chambre d'agriculture a besoin de se renforcer, les coopératives existantes ont besoin elles également de se renforcer parce qu'elles accompagnent bon nombre d'agriculteurs, et il y a aussi des territoires de la Guyane où il n'y a personne pour représenter l'agriculture, donc on sera vigilant à ça. Et la deuxième chose sur laquelle nous serons vigilants aussi, vous savez que quand on donne de l'argent public, c'est toujours par appel à candidature, donc aussi qu'il n'y ait pas des appels à candidature pour émarger sur ces postes-là, qui soient tellement compliqués qu'en finalité, qu'il n'y a que les agents de l'administration qui puissent y répondre, et que finalement, que ce soit l'agent d'agriculture ou que ce soit les coopératives, qu'elles se retrouvent sans poste. En juin prochain, un programme d'action devrait être mis en place avec l'ensemble des acteurs concernés. Si nos agriculteurs ont le sourire aux lèvres, ce n'est pas le cas de leurs voisins martiniquais qui subissent les conséquences des pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'île en début de semaine. Les filières bananes et cannes sont lourdement touchées. Voyez le reportage de Loïc Régis. La rivière, sortie de son lit, a lourdement endommagé le champ de bananes de Louis-Daniel Berthom, président de la Chambre d'agriculture mais aussi exploitant. Aucun bilan n'est définitif, mais il semble déjà important. J'ai 9 hectares de bananes, je pense que j'ai autour de 15-20% de dégâts importants, tant au niveau des pertes de pieds qui sont arrachés, et puis des traces des matériels qui sont partis, le matériel d'irrigation notamment. Système d'irrigation détérioré, pieds cassés, c'est l'heure du nettoyage pour certains, mais d'autres ont pu reprendre l'activité. Chez cet autre exploitant, la production tourne au ralenti. Seulement une vingtaine de cartons chargés jusqu'à midi, contre 80 dans une journée ordinaire. Par rapport au régime qu'on a l'habitude de récolter en fonction de temps, d'heures, le nombre de régimes qu'on a l'habitude de rentrer en fonction des heures, non, ça n'a pas été fait ce matin. Nous avons beaucoup de pieds arrachés, beaucoup de pieds tombés, cassés. Bon, c'est la nature, on fait avec, mais c'est pas évident. Autre filière impactée, la canne. Elle semble moins touchée, mais les répercussions ne sont pas forcément visuelles. La qualité du produit récolté pourrait être inférieure. Nous nous inquiétons sur la richesse des cannes pour les jours à venir. Si le soleil qui est revenu aujourd'hui persiste, malgré tout, pendant une bonne quinzaine de jours, notre richesse risque de diminuer. Moins de saccharose, donc moins de qualité et forcément moins de revenus. Face à ce bilan qui risque de se révéler assez lourd, le maire du François, Joseph Loza, avec le concours du sénateur Maurice Antiste, a enclenché les démarches pour que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu pour sa commune. Retour en Guyane où la grève des chauffeurs de la Régie communautaire des transports a pris fin hier. Si les grévistes ont tenu à faire part de leur satisfaction suite à cette sortie de crise, la direction de la CACL soutient que les 3 jours de blocage auraient pu être évités. Éric Lafontaine explique sa position au micro de Gaël Oassim. La position, effectivement, c'est la même satisfaction que l'on soit sorti sans trop durer, sans faire trop durer cette grève, avec peut-être un peu de regret quand même, parce qu'un préavis a été déposé le 6 avril pour un déclenchement pour une grève qui a été déclenchée le 16 avril. Dans l'intervalle avant le déclenchement de la grève, il y a un gros travail qui a été fait
pas entre les organisations syndicales avec la CACL pour aborder l'ensemble des points qui figuraient sur le point d'avis, sur le préavis, et il m'est avis que quand le vendredi 13, nous étions arrivés à un compromis qui était largement acceptable pour les organisations syndicales et qui aurait pu nous éviter d'avoir ces 3 jours de grève des 3 jours de grève, parce que il y a un dialogue social qui se développe à la CACL. Nous ne sommes pas, nous, exempts de certaines difficultés, de choses sur lesquelles il faut s'améliorer. Nous sommes tout à fait ouverts à la discussion, mais ce dialogue social, il existe. Ce dialogue social, les discussions peuvent avoir lieu en dehors de ces mouvements de grève. Et donc voilà, c'est le regret, le petit regret que j'exprime, parce qu'il me semble que le vendredi 13 au soir, et y compris avec des échanges que nous avons eus dimanche 15 avec les organisations syndicales, il y avait déjà suffisamment d'éléments qui étaient de nature à ce que la grève ne soit pas déclenchée. Vous n'êtes pas sans le savoir, la compétence développement économique est désormais du ressort des communautés de communes. Afin de les accompagner au mieux dans cette nouvelle responsabilité, l'Agence d'urbanisme de développement de la Guyane leur a proposé une réunion où elle a présenté un bilan et une mise en perspective des zones d'activité du territoire. Gaël Ouassimi a assisté. Quelle gestion pour les zones d'activité économique en Guyane? C'est à cette problématique que s'est efforcé de répondre l'Agence d'urbanisme et de développement de la Guyane, qui a accueilli ce matin une étude portant sur 15 ans d'observation. Première conclusion, la CACL fait office de locomotive alors que d'autres territoires n'exploitent pas encore leur potentiel. Quand on compare la première étude de 99 et la dernière de 2014, ce qu'on a mis en évidence, c'est déjà le positionnement de locomotive économique au niveau de l'agglomération du centre littoral, et également une gestion non économe des sols, puisqu'en fait entre 99 et 2014, on a créé 9 zones d'activité, alors que le taux d'occupation des zones reste très faible, puisqu'on est aux alentours de 30%. Les préconisations, c'est d'avoir une vision plus ensemble des zones d'activité économique pour voir en fait les zones où le taux d'occupation est important, et au contraire les zones qui ont un peu du mal à se remplir, pour voir un peu les critères qui fonctionnent et les critères qui ne fonctionnent pas, et justement pour pouvoir amorcer des actions de manière à valoriser, à engager des actions de promotion économique des différentes zones. Cette réunion a été particulièrement suivie par les responsables des établissements publics de coopération intercommunale qui récupèrent la compétence économique et qui ont à cœur de dynamiser ces zones aménagées. Je considère oui effectivement que cette réunion était une réussite, donc d'une part voilà, parce qu'on a réussi à faire venir une quarantaine de personnes, qu'il y a eu des échanges avec la salle, et ce qui a été intéressant c'est qu'on a valorisé aussi des études historiques de l'ODEG qui n'avaient pas forcément été diffusées jusqu'à présent, donc voilà, ça permet aussi de valoriser les travaux de l'agence. Prochaine mission de l'ODEG, devenir un partenaire privilégié des communautés d'agglomération dans leur politique de développement économique. Nous vous en parlions hier, le prélèvement à la source entrera en vigueur à partir de 2019 et provoquera de nombreux changements dans la gestion fiscale des ménages, mais pas que. Les collectivités sont aussi impactées par cette réforme qui les place au premier rang, les services comptables étant désormais habilités à faire le calcul de la somme qui sera ponctionnée sur les salaires. Afin de les aider dans cette nouvelle prise de fonction, la direction des finances publiques les a formés sous l'œil concentré de Jonathan Lariot. L'heure est à la mise au point pour les collectivités guyanaises. Horizon 2019, une nouvelle donnée sera à prendre en compte pour celle-ci, le prélèvement de l'impôt à la source dont ils doivent assurer le bon montant. La seule chose qui va changer clairement, c'est le fait qu'on prélève directement aux salariés, il faudra reverser donc, à l'État, enfin plutôt à la direction des finances publiques. Donc effectivement, il faudra que les collectivités aient les trésoreries suffisantes pour payer, je dirais, ce prélèvement qui a été effectué sur le salaire, enfin sur l'agent. Alors différent, disons qu'il y aura une ligne à mettre sur le bulletin de paie, donc déjà sur l'aspect, je dirais, physique, ou tout moins le visuel du bulletin de paie, il y aura une certaine différence. Et après, ce sera une organisation en interne, comme je l'ai dit, en termes de trésorerie, de s'assurer qu'on a les fonds nécessaires pour payer, reverser à l'État, donc aux directions de la finance publique, ce prélèvement. Cette session de travail mise en place pour répondre aux interrogations des différents services publics qui devront rapidement mettre en place de nouveaux fonctionnements.
pour des directeurs financiers qui ont l'habitude déjà de préparer des bulletins de paye, qui ont l'habitude de prélever des cotisations sociales, ils auront effectivement une nécessité, à partir de janvier 2019, de prélever aussi l'impôt par le prélèvement à la source. L'important, c'est de bien se préparer, de bien identifier ses salariés, d'avoir des systèmes informatiques qui soient à jour, mais il n'y a pas d'obstacles particuliers. Les obstacles qu'il y avait, c'était surtout les prestataires informatiques qui gèrent directement les bulletins de paye des salariés avec les collectivités locales. Nous les avons identifiés, ce sont d'ailleurs les mêmes prestataires informatiques qu'en métropole. Ce sont donc des prestataires qui ont une compétence nationale et qui se sont préparés et qui ont déjà mis à jour leur logiciel pour intégrer le taux du prélèvement à la source. Nous avons eu un an supplémentaire pour nous préparer. À partir du mois de septembre, les collectivités, en liaison avec leurs prestataires, pourront simuler le taux du prélèvement à la source dès le mois de septembre pour préparer et anticiper les éventuelles difficultés d'ici janvier 2019. Cette rencontre n'est que la première. Une autre de ce type devrait avoir lieu très bientôt dans l'ouest guyanais à Saint-Laurent-du-Maroni. Restez avec nous, à venir dans votre journal. Nous irons au cinéma à la rencontre de Pablo Escobar, le narcotrafiquant le plus charismatique de sa génération, avant de s'offrir un bain de mer avec le projet touchant de 2 jeunes Écossais qui a navigué jusqu'aux eaux guyanaises. Mais avant cela, direction la Guadeloupe, où c'est ce soir, 20 h, que la ministre de la Santé tranchera sur le plan de délocalisation qui sera adopté pour le CHU. En attendant, certains services ont débuté leur déménagement prévu de longue date. C'est le cas de l'Esserie qui prend place à Ricoux, Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. Après le matériel, c'est au tour de ces patients de quitter le CHU. Pour ce transfert qui a débuté aux alentours de 7 h 30, 5 ambulances ont été réquisitionnées ainsi qu'une partie du personnel de ce service. On prépare les malades, on prépare administrativement le transfert, on met tout sur papier. Nous avons transféré 14 patients. On a réfléchi à l'ordre pour ne pas mélanger les patients qui sont BMR par rapport aux patients qui pouvaient voyager tranquillement. Et il y a une équipe ici qui les prépare et il y a une équipe là-bas qui les reçoit. Avec les services organisés pour savoir comment ça va se passer. Maintenant, on a décidé la date d'aujourd'hui. On a commencé très tôt pour faire des rotations de 3 transports chaque ambulance. On a mobilisé une dizaine de personnels. Avec 5 ambulances, ça fait 2 par ambulance, ça fait 10. Après ces quelques minutes de trajet, les patients arrivent à Palais-Royal pour continuer leur suivi médical dans leur nouvelle chambre. On avait un déménagement qui était programmé depuis des années, qui a été repoussé par l'incendie du CHU. Nous avons dû revoir toute notre stratégie de déploiement du service et en fait on aboutit après un long périple à ce déménagement aujourd'hui. Nous avons quasiment terminé les transferts. Donc ça se passe pas trop mal. Le plus dur va commencer maintenant parce qu'on doit arriver sur un nouveau site et gérer la logistique et les examens, rassurer les familles, rassurer les patients même. Donc c'est pas tout à fait évident. Nous avons préparé notre arrivée. Il faut savoir que dès le départ, dans le projet même de construction du CHGR, nous avions travaillé avec l'équipe du CHGR pour pouvoir adapter nos locaux à nos patients. Donc nous avons travaillé sur les pratiques bien en amont pour être prêts le jour J. 14 patients du CHU ont donc été transférés à Palais-Royal ce matin, tandis que d'autres sont encore hospitalisés à Ricoux, obligeant pour l'instant le personnel à travailler conjointement sur les 2 sites du CHU et de Palais-Royal. Forte de son écosystème hors du commun, la Guyane va inaugurer sa propre agence pour la biodiversité. À cette occasion, le président du comité de l'eau et de la biodiversité et actuel maire de la commune de Montignéry-Tonnegrone, Patrick Lecante, a accueilli Jean-Jacques Bourteau, délégué outre-mer de l'AFB. Quels seront les chantiers de la première agence basée dans les Antilles-Guyane? Les réponses récoltées par Gaël Oassim. L'Agence française pour la biodiversité doit convenir d'installer dans toutes les régions de France et bien évidemment en Guyane une agence régionale de la biodiversité et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons appris par un courrier de Monsieur le ministre Hulot de la possibilité de créer en Guyane une délégation qui s'occupera de notre biodiversité, mais qui sera élargie aussi à celle de l'outre-mer. Cette question de la biodiversité est désormais sur toutes les lèvres, dans toutes les bouches. Récemment, avec la question de la prolifération des sargasses, la question du Kouachi et l'APA, la biopiraterie avec l'IRD, mais aussi la valorisation pour la meilleure protection de notre biodiversité. Qu'est-ce que nous devons retenir? Non pas une mise sous cloche de cette biodiversité, mais sa valorisation à travers les métiers du vivant, la très haute technologie qui aujourd'hui fait que des
industries pharmaceutiques viennent jusqu'à nous, jusqu'en Guyane, pour non seulement donc, étudier les potentialités très actives qu'ils ont sur le territoire, mais aussi peut-être demain matin donc, les utiliser dans les laboratoires qui sont en Europe, qui sont un peu partout dans le monde. La collectivité territoriale de Guyane a formulé le vœu de réfléchir à la mise en place d'une agence régionale de la biodiversité à partir d'un projet qui existait déjà depuis quelques années, qui est l'Observatoire de la biodiversité amazonienne de Guyane, sur lequel on pourrait effectivement essayer de mutualiser un certain nombre d'énergies, de compétences pour donner à la Guyane toutes ses chances, à la fois en développement économique raisonné à partir de la biodiversité, mais aussi à partir de préservation de ce patrimoine écologique magnifique que vous avez, qui est déjà protégé en grande partie par le parc amazonien de Guyane, qui a le label de parc national. Mais l'idée, c'est au-delà de ça, de réfléchir à c'est quoi les pistes de développement, c'est quoi les pistes de préservation. Je ne parle pas de protection, vous noterez bien la différence de sémantique, mais comment on peut réfléchir ensemble, en fédérant les énergies, à faire quelque chose de plus constructif pour que le peuple guyanais, dans son ensemble, soit sur un territoire plus englobant et plus préservé. Donc ma visite est aujourd'hui d'essayer de voir comment on peut essayer de construire ce partenariat et de définir quelles sont les pistes à explorer. Une minutie impressionnante, un goût du détail hors du commun et un amour de l'histoire de la Guyane. Didier Métézo crée des décors créoles depuis des dizaines d'années, exposant au Salon du Tourisme depuis 18 ans. Il nous laisse entrer dans son univers fait de patience et de passion. Gaël Ouassim. Je fais des reconstitutions des maisons créoles en particulier, puisque c'est là que je suis, et j'essaie de remettre en valeur le patrimoine. Pratiquement les mêmes matériaux que l'original. Là où il y a du bois, je mets du bois. Quand c'est des torchis en plâtre, du fer, les tôles, les vraies tôles rouillées, tout ce que je peux mettre à l'identique. Oui, pareil, comme je suis quand même sur le souci d'être plus proche de la réalité, je fais des recherches sur les costumes, les tenues, les couleurs. Quand il y a un cabriolet, je fais des recherches sur comment c'était fabriqué. Il faut que je sois au plus proche de la vérité. Depuis tout petit, je suis passionné par la miniature. Ça me parle, alors j'aime reconstruire en miniature tout ce qui m'entoure. La pièce la plus difficile, oh là là, je crois que le cabriolet là, il a été assez sympa à faire. Mais bon, j'appréhende pas les choses comme... C'est des défis, des challenges. J'appréhende et puis quand c'est fini, je me dis, bah finalement, c'était bon, c'est pas si difficile que ça. Comme tous les jeudis, nous vous emmenons au cinéma. Cette semaine, c'est la captivante histoire de Pablo Escobar qui a retenu toute notre attention. Le film de Fernando de Aranoa met à l'affiche Penélope Cruz et Javier Bardem dans une vision intimiste de la vie du narcotrafiquant et accessoirement Robin des Bois made in Colombia. Bonne annonce. Le président est inquiet étant donné les derniers rapports. La cocaïne n'est plus réservée seulement à la jet set. Oh merde, la cocaïne est produite dans mon pays, mais elle est consommée aux États-Unis. En dépit de nos meilleurs efforts, de la cocaïne continue à entrer illégalement dans notre pays, et ce de manière inquiétante. Pablo n'a mis que 10 ans à bâtir l'industrie la plus rentable de toute l'histoire. Plus de 2 milliards de dollars en moins de 2 ans. Je suis la seule journaliste autorisée à assister à leur premier congrès. Les drogues produites dans votre pays entrent dans le mien. Et cela nous inquiète. Jusqu'où tu comptes aller, Pablo? Pablo Escobar Gaviria a bel et bien été élu représentant à la Chambre des députés de Gracias. Le ministre de la Justice a été assassiné à Bogota. Le président a déclaré l'état de siège sur tout le territoire. Soit on est tous coupables, soit on est tous innocents. Et on sait tous ce que signifie la guerre. Celui qui a le plus de cash en sort vainqueur. Et entre nous tous ici,
Qui a le plus d'argent? Pablo, je crois que tu perds la tête. Tu n'écoutes personne. Le jour où il tombera, il vous entraînera. Vous le savez très bien. Aidez-nous à le retrouver. Seulement 1 milliard de pesos. Pour chaque flic dégommé, je paierai $20 000. Maintenant, vous allez tous m'écouter, malparidos. Je vais vous descendre, vous, vos enfants et vos femmes. Et vous saignerez jusqu'à ce que vous creviez. Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu? Malparidos, hijo de puta! T'as fait fortune, Pablo. Qu'est-ce que tu veux de plus? Du respect. C'est l'histoire attachante de deux frères de 5 et 8 ans, Dolly et Harry, jeunes Écossais qui ont mis un bateau de pirates Playmobil à la mer en mai 2017. Près d'une année plus tard, l'embarcation en plastique dotée d'un GPS a été détectée en Suède ou en Norvège avant de passer par la Mauritanie en novembre dernier et de se retrouver hier le long des côtes guyanaises. Ayodele Germa vous conte cette jolie petite aventure. Cela faisait partie de leur liste des 500 rêves à réaliser. Holly et Harry Ferguson ont pris très au sérieux leur entreprise audacieuse. Aidés de leurs parents, ils ont lesté et équipé une petite embarcation, testé sa flottabilité pour lui garantir un voyage sans heurts sur les océans du globe. Un bateau nommé Adventure. Welcome to the J30 spot. Hope you enjoy following our adventures. Aujourd'hui, il vogue au large du plateau des Guyanes, poussé par les courants marins. En mai 2017, les deux garçons font prendre le large à leur équipage de Playmobil depuis la ville de Peterhead, en Écosse. Depuis le début de sa traversée, l'Adventure a atteint les côtes danoises, suédoises et norvégiennes, à chaque fois remises à l'eau par ceux qui l'ont aperçu sur la plage. En fin d'année dernière, le bateau pirate a même embarqué à bord du bateau norvégien le Christian Redich, qu'il a équipé d'un système GPS grâce auquel les internautes peuvent suivre sa progression. Et comme un rêve n'est jamais trop grand, les petits frères écossais sont déjà parvenus il y a 3 ans à envoyer des figurines Lego dans l'espace. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 19 avril. 2,5 millions d'euros ont été débloqués pour les agriculteurs guyanais qui récoltent enfin le fruit de leur grogne exprimé en mars et avril dernier. Comment sera répartie cette somme? Les réponses ont été présentées dans le reportage de votre journal. La Guyane à la tête de la première agence de biodiversité de l'outre-mer. Patrick Lecante nous a présenté les projets de cette structure qui devrait ouvrir ses portes à l'horizon 2019 et valoriser l'écosystème guyanais et ultramarin. Et puis nous nous sommes immergés dans l'univers miniature de Thierry Métézo, un artiste passionné d'histoire guyanaise qui recrée des scènes de la vie créole avec minutie et passion. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonsoir.